J'énonce rapidement ou d'entrée de jeu la thèse que je vais vous soumettre. Rendue au point où j'en suis, c'est une thèse. Vous pouvez peut-être en faire une hypothèse de recherche. Moi, je n'en ferai pas probablement une hypothèse. Je vais me contenter de m'en servir pour résumer, je crois, de la meilleure façon possible, ce que j'ai pu constater et réfléchir en matière de sociologie du contrat. Et la thèse, ce serait la suivante. Dans la civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire une civilisation principalement technique, la culture du contrat devient technique. Je précise, dans la première partie de la modernité, disons entre le 16 et le 19e siècle, le contrat avait fait l'objet de ce qu'on pourrait appeler un processus d'enchantement. Enchantement par la science juridique ou par la perspective juridique. Les juristes, les philosophes du droit, ont utilisé le mot et le concept de contrat pour l'amener dans le cosmos du droit ou dans la cosmologie, la vision du monde juridique. Le contrat est devenu un lien, mais un lien qui est rapport juridique. Il est devenu un engagement devant un tiers, mais pas n'importe quel tiers, pas la religion, pas la communauté traditionnelle, l'État et son droit positif. Le contrat est devenu un acte de langage, mais un acte de langage juridique ayant des effets dans le cosmos des juristes, donc des effets juridiques. Ce sont ceux-là qui nous intéressent dans cette vision du monde qui est proprement juridique. Je dis enchanté parce que ça donnait un sens aux mots et aux concepts, ça donnait une signification, en l'occurrence juridique, et ça avait cette vertu de situer le contrat, qui n'appartenait pas au départ aux juristes, le mot et l'idée sont antérieurs à la pensée juridique, de le mettre ou de mettre ce mot et ce concept dans un univers fini, dans le cosmos, on peut dire bien délimité de la pensée juridique, et qui était pensée juridique moderne, donc très, très proche de la pensée politique. Autrement dit, le contrat a été enchanté par cette modernité politique et juridique. Il est devenu un outil ou un instrument de pensée principalement juridique. Avec le passage au 20e siècle et de plus en plus, je pense pour l'avenir, l'enchantement en question connaît un obstacle que Max Weber avait appelé la rationalisation instrumentale et entre donc dans un processus de désenchantement. La rationalité instrumentale, basée sur la science et la technique plutôt que sur la religion ou sur le droit ou sur les œuvres de civilisation, la rationalité instrumentale dans le domaine du contrat comme dans le reste de la vie sociale a un effet de désenchantement. Désormais, le contrat n'est plus perçu à la lumière d'une vision du monde, d'un système de valeurs religieux ou politiques. Il est perçu comme un instrument technique, un instrument pour réaliser un objectif, une fin particulière. Le contrat devient une stratégie d'action disponible en comparaison ou comme substitut en remplacement de d'autres stratégies, par exemple la loi ou l'acte juridique unilatéral. Le contrat devient un instrument et une stratégie plus ou moins les objectifs que l'on poursuit. Autrement dit, et là je me réfère, ça va trahir mon âge, pour approfondir cette idée, un ouvrage que je considère toujours fondamental de Jürgen Habermas, qui date des années 60, La technique et la science comme idéologie. Je dirais que c'est l'ouvrage vers lequel je me suis tourné pour essayer cette synthèse de ma réflexion autour de l'idée que le contrat a transité du cosmos juridique, ou se transmet de plus en plus du cosmos juridique vers ce que Habermas appelle les systèmes d'action sociale. En même temps, le mot et le concept de contrat, toujours sous l'empire de cette civilisation de plus en plus technique qui est la nôtre, le mot et le concept transitent
de plus en plus de la science juridique vers d'autres sciences, vers les sciences expérimentales, vers les sciences du comportement humain, vers les sciences de la gestion des organisations, vers la science ou les sciences des systèmes, les systèmes naturels et les systèmes humains, conçus comme des systèmes d'information où circule l'information de façon avec un contrôle cybernétique. Donc, toutes ces sciences de l'organisation, du comportement, de la gestion des systèmes naturels ou vivants, toutes ces sciences vont de plus en plus utiliser à leur tour et à leur façon, bien entendu, le mot et le concept de contrat en lui donnant, encore une fois, une portée nouvelle, une portée technique plutôt qu'une portée symbolique. Si j'avais à résumer, encore une fois, cette évolution qui est la thèse centrale, le contrat passe d'une conception essentiellement symbolique sous l'empire du droit à une conception principalement technique sous l'empire de d'autres sciences. Je vous donne simplement quelques mots empruntés à d'autres disciplines que la science juridique. On va y revenir sommairement ultérieurement pour vous montrer qu'il y a bien ce phénomène de nomadisme du mot contrat et jusqu'à un certain point de l'idée de contrat. Quelques exemples, le contrat de perte de poids, le contrat de performance, le contrat pédagogique, le contrat thérapeutique, le contrat d'insertion sociale, le contrat conjugal, le contrat relationnel, la gouvernance contractuelle. Si vous ne connaissez pas ces expressions ou vous ne les connaissez pas bien, c'est que vous êtes probablement davantage dans l'univers de la science juridique que dans l'univers de la psychologie, du travail social, de la criminologie, de la théorie des organisations, de la théorie des systèmes, etc. D'autres mots différents du mot contrat traduisent quand même l'idée contractuelle dans d'autres disciplines, une idée où il s'agit d'agir de façon efficace plutôt que de façon valide. On n'est plus en droit, on est dans une discipline d'organisation, de fonctionnement d'un système. Alors les mots, par exemple, entente, vont revenir très souvent dans d'autres disciplines, dans d'autres contextes. Accord de collaboration, très souvent. Protocole, programme, mode opératoire. Le mot contrat n'est pas là, mais l'idée générique, non pas l'idée juridique, mais l'idée générique de contrat, un engagement garanti d'une certaine façon, l'idée est là. Alors, voilà pour, je dirais, la thèse générale que je voudrais proposer comme étant le résumé de mes réflexions sur le contrat. Avant de donner des exemples empiriques et théoriques qui m'ont amené à cette thèse que le contrat passe d'une culture symbolique à une culture technique, je voudrais préciser un peu parce que bien qu'on emploie tous le mot technique, nous sommes tous dans la civilisation technique et peut-être parce que nous sommes de plus en plus dedans, il n'est pas sûr que nous ayons toujours une idée extrêmement claire de ce que représente l'approche technique quand on la compare avec l'approche symbolique, comme par exemple l'approche du droit. Alors je vais donner rapidement quelques précisions, quitte à ce que ce soit un peu superflu pour peut-être la plupart d'entre vous, mais ça ne m'a pas paru superflu en ce qui me concerne. D'abord, la civilisation technique est celle qui dit « s'il faut croire à quelque chose, nous avons aujourd'hui la possibilité de croire à la science et à ses applications techniques, alors qu'il nous est peut-être plus difficile qu'avant de croire à la religion et de croire à la politique et au droit. » Autrement dit, si toute société, y compris la société technique, a besoin de croire d'un système de croyance, en tout cas, celui qui s'en vient, celui qui monte, c'est celui de la science et des applications techniques plutôt que de la religion et de la politique agglomérée avec le droit. Précision ou exemple macro de la distinction entre le symbolique et le technique.
J'écoutais cette semaine une émission sur la Deuxième Guerre mondiale et la conclusion de la Deuxième Guerre mondiale. Et de façon assez intéressante, on a mis une conclusion à la Deuxième Guerre mondiale par deux événements symboliques extrêmement représentatifs, d'une part de la puissance symbolique qu'on veut attribuer au droit, et d'autre part de la puissance alternative qu'on constate avec la technique. Un, le procès de Nuremberg, comme un exemple parfait ou sublime du droit qui reprend le contrôle contre les agissements, en l'occurrence, de l'armée allemande. C'est une exaspération de la conscience morale de l'humanité qui va juger des actes et qui, à la façon juridique, va décréter que oui, il s'agit bien d'actes criminels, crimes contre la paix, crimes contre la guerre, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et il y aura des conséquences, des châtiments, peines criminelles, pendaison pour une douzaine de hauts officiers sur les 24 qui étaient poursuivis au départ. Donc, un exemple paradigmatique, un sursaut d'énergie placé dans le droit, placé dans la violence symbolique par ce procès de Nuremberg mené devant le tribunal international militaire. Grande exemplarité du point de vue moral, efficacité réduite du point de vue de l'effet dissuasif, surtout si on regarde non pas le premier procès de Nuremberg, mais ceux qui ont suivi et qui ont tous plus ou moins avorté, faute de preuves apparemment, mais surtout parce qu'il fallait ménager désormais les Allemands puisque les Russes étaient devenus les ennemis. Et les Allemands allaient pouvoir nous aider à lutter contre les ennemis. Dès 1948, en fait, on commence à cesser l'exemplarité morale pour travailler de façon un peu plus avec le real politique. Donc, exemple en tout cas, par le procès de Nuremberg, et ça a donné, c'est probablement, je pense, d'un point de vue culturel mondial, c'est probablement la source de la Déclaration universelle de 1948 et de la résurgence du droit naturel dans tous les ordres juridiques nationaux, y compris le Canada en 1982, avec la Charte, etc., une remoralisation exceptionnelle de l'ordre juridique pour lui faire réaliser dans les consciences, mieux que jamais auparavant, l'office du droit qui est de juger, d'apprécier et de condamner, s'il le faut, des actes parce qu'ils sont inacceptables du point de vue du système des valeurs, inacceptables du point de vue de la liberté, du point de vue de l'égalité, de la démocratie, de la justice, toutes les valeurs qui sont au centre de la cosmologie juridique. Toutes ces valeurs-là étaient niées par les actes militaires allemands. Ils seront tous qualifiés juridiquement de criminels et traités en conséquence. Deuxième événement qui, lui, est tout aussi emblématique, mais non plus de la puissance morale du droit, mais de la puissance technique. Vous l'avez peut-être deviné, mais on l'oublie. 2 mois avant le début des procès de Nuremberg, les bombes atomiques larguées le 6 août et le 9 août sur Hiroshima et sur Nagasaki par l'aviation américaine. Utilisation de la technique atomique qui sera considérée dans un éditorial fameux par Albert Camus dans le journal Combat le 7 août 1945 comme le degré ultime de sauvagerie de la civilisation technique dans laquelle nous sommes entrés. Il y a eu peu de personnages pour suivre la condamnation morale d'Albert Camus contre l'utilisation de la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima. Pourquoi? Efficacité. Au nom de l'efficacité, on a constaté dès le 7 août et dès le 9 août l'efficacité incontestable de l'instrument technique qui avait été utilisé. Anéantissement total et effet total du point de vue psychologique. Les Japonais vont faire une reddition sans condition. Le constat de l'efficacité
matérielle et psychologique de l'utilisation de la puissance technique va s'accompagner d'un acquiescement. Presque tout le monde en Occident, peut-être même une partie du Japon, aura accepté, acquiescé à l'utilisation de cette technique, supposément pour mettre fin à la guerre qui à toute fin utile était déjà terminée, et probablement surtout, pour convaincre le reste du monde pour le reste des 50 prochaines années que la puissance est bien aux États-Unis, et 2, qu'il y avait une vengeance à exercer pour Pearl Harbor, et elle est faite. Point à la ligne, passons à autre chose, c'est-à-dire au droit et au procès de Nuremberg. Oublions la technique. On ne l'a jamais oublié. Dans l'esprit collectif occidental sont restées les deux choses. Il faut moraliser plus encore qu'avant nos systèmes de valeurs, mais en même temps, il faut acquiescer à la technique. La moralisation, oui, mais l'efficacité aussi. Et désormais, la question sera de savoir laquelle des deux va avoir la prééminence sur l'autre. Un petit exemple, toujours pour préciser cette distinction entre le symbolique associé au droit, le contrat au sens juridique, le contrat symbolique, et le technique, le contrat au sens technique, dont je donnerai des exemples plus précis tantôt. Mais en changeant de domaine, en prenant mes exemples dans ce qu'on fait vis-à-vis d'un enfant hyperactif. 3 stratégies possibles. La première, je l'appellerai la stratégie Rintintin. Il s'agit de lui appliquer l'approche humaniste ou morale. L'enfant est un sujet moral, capable d'intérioriser des normes. Il est hyperactif, il ne contrôle pas son hyperactivité. Nous allons lui enseigner quelles sont les normes du bon comportement à l'école, du bon comportement citoyen, du bon comportement de sujet de droit pour qu'il se contrôle en tant que sujet libre et éventuellement responsable s'il n'arrive pas à se contrôler. Cette approche morale, par le recours à la morale, le recours au civisme, le recours au droit, le recours au vivre ensemble dans l'école ou dans le voisinage, c'est la première option, c'est l'option traditionnelle, c'est l'option symbolique. J'essaie de mettre dans la tête de l'enfant des normes qui sont celles de sa société en espérant qu'il va gouverner sa conduite en conséquence, que ces normes soient proprement morales ou plus restrictivement juridiques. Contre cette approche traditionnelle, 2 approches techniques. La première de technique au sens pur, la stratégie qu'on appellera Ritalin. L'enfant ne se contrôle manifestement pas, nous allons lui administrer du Ritalin avec l'autorisation de ses parents, ou peut-être même avec son consentement à lui. Nous allons régler le problème par la voie biochimique. C'est une voie technique. L'enfant va cesser probablement d'être hyperactif si on l'a traité de façon compétente. Il ne s'agit plus de le traiter comme un sujet moral responsable de sa conduite, il s'agit de le traiter comme un objet d'intervention scientifique. Objectivation de la personne et non pas appel à sa conscience. Première approche technique possible. Deuxième approche technique possible, la technique avec conscience. Nous prendrons l'enfant, nous allons l'instruire, non pas l'éduquer moralement, mais l'instruire scientifiquement et techniquement sur sa manière de gérer son hyperactivité. Nous allons lui apprendre, grâce à ce que l'on sait des sciences de comportement, de la psychologie, etc., des sciences cognitives, nous allons lui apprendre comment vivre avec son hyperactivité, comment se voir, comment s'observer, comment deviner qu'il est en train de devenir trop hyperactif, comment aller chercher les ressources, les exercices qui vont lui permettre d'éviter le pire, d'éviter les excès. Nous allons en faire, autrement dit, un acteur, un enfant compétent dans la gestion de l'hyperactivité. C'est la technique avec conscience du sujet
qui espère non seulement régler le problème objectivement, il n'y aura pas d'hyperactivité, mais de le régler, on peut dire, au bénéfice subjectif de l'enfant, avec une estime de soi, c'est moi-même qui ai pris le contrôle de mon hyperactivité et qui ai réussi, au fond, à procurer les effets que l'on cherche. Dans les deux derniers cas d'intervention technique, on ne cherche pas à inculquer une motivation normative, on cherche à obtenir un résultat concret que cesse l'hyperactivité, mais on le fait soit en traitant la personne comme un pur objet aux mains d'un expert, soit en amenant cette personne à être savante, compétente, instruite, pas nécessairement éduquée, bonne citoyenne, mais connaissant bien la psychologie de l'hyperactivité et les techniques pour en sortir. Entre la première et la deuxième solution technique, il y a la différence qu'on peut constater entre la première version, on peut dire, purement technocratique de la civilisation technique. Le savoir appartient aux experts, les experts vont prendre toutes les décisions, les autres, les humains, ne seront que des objets, comme des choses, ils n'auront rien à dire sur la manière d'opérer et pour obtenir les résultats qu'on cherche, tout sera décidé par la technocratie. Deuxième mouvement, parce qu'on a dépassé ce stade, bien qu'il existe encore évidemment de manière importante. Deuxième mouvement, nous allons démocratiser le savoir psychologique et autres, grâce auquel les individus eux-mêmes vont pouvoir se contrôler, vont pouvoir, au fond, s'auto-objectiver. Je me regarde fonctionner à la lumière des connaissances de la science et je vais m'auto-réguler avec les techniques qu'on m'enseigne, les exercices qui sont d'une efficacité éprouvée. Alors, c'est l'idée du savoir partagé avec les profanes, donc de l'instruction scientifique du peuple, plutôt que du savoir monopolisé par les technocrates. Dans les deux cas, toutefois, je rappelle qu'on ne fait plus appel à un sujet moral. On fait appel à un individu traité comme objet ou encore comme un personnage connaissant, un personnage compétent. Si vous ne réussissez pas au sens technique, vous êtes un incompétent, un expert qui ne sait pas doser le Ritalin. Ou encore, vous êtes un enfant incompétent qui n'est pas capable d'apprendre à contrôler son hyperactivité. Vous n'êtes pas un délinquant, vous êtes un incompétent. On ne vous condamnera pas en droit, on va vous considérer que vous êtes incapable techniquement d'obtenir les résultats qu'on attend et que peut-être vous attendez vous-même de ce que vous avez à faire. Alors voilà pour cette parenthèse, je dirais, pour mieux faire voir ou accentuer la distinction entre ce que j'appelle l'approche symbolique et l'approche technique de façon générale. Appliquons-la maintenant au contrat avec, non pas en général, mais les manifestations que j'ai pu constater à l'occasion de mes travaux. Alors, d'abord, dans la nouvelle économie industrielle. Quand j'ai travaillé, observé les contrats de l'entreprise Alcan avec ses fournisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai rencontré trois sortes de contrats et on pourrait dire trois âges. L'âge féodal, l'âge moderne et l'âge postmoderne. Et c'est l'âge postmoderne qui m'a amené à cette conception qu'on était en train, au fond, de développer une culture technique plutôt que juridique du contrat. L'âge féodal, c'est le constat de ce que j'ai appelé la relation de confiance entre un acheteur et un fournisseur. Un acheteur contrôle un certain nombre de domaines d'achat. Il se trouve sur le marché des fournisseurs qu'il préfère ou qu'il aime et il va les prendre comme son cheval. Il va dire, c'est le cheval sur lequel j'ai misé. Alors, je te fais signe, viens dans mon bureau, je vais te montrer comment fonctionner et puis tu auras cette relation privilégiée avec moi. Il y aura un contrat entre nous, un status contract au sens de Max Weber, une relation personnelle, statutaire. Dorénavant, tu me protèges contre les filous du marché que toi, tu connais mieux que moi. Quand on essaie de m'en passer, tu me le dis. Et moi, je vais te protéger contre ceux de mon organisation. Grâce à moi, tu vas être payé en 40 jours et non pas en 50. Alors, d'un contrat ou un échange de bons procédés de protection, évidemment très inégal, typiquement féodal, c'est clairement l'acheteur qui mène, mais c'est une relation traditionnelle, c'est un contrat traditionnel
qui existe encore, mais qui n'est même plus appelé contrat. Appelons ça relation de confiance. Deuxième manifestation, le bon de commande. Chaque achat de biens ou de services fait l'objet d'un bon de commande, qui est la façon d'obtenir que la comptabilité de l'entreprise paye le fournisseur pour le bien ou le service qui a été fourni. C'est l'équivalent le plus rapproché du contrat au sens juridique, c'est-à-dire de la forme juridique donnée à un échange marchand qui a été négocié entre l'acheteur et le fournisseur. Au fond, c'est le contrat bourgeois typique qui est paradigmatique dans le droit des contrats. Je n'insiste pas davantage, mais c'est une version évidemment bureaucratisée. On a une organisation qui fait environ 100 000 contrats par année. Alors évidemment, ça ne peut pas être fait au cas par cas. C'est fait de manière bureaucratisée et de plus en plus technocratisée. Mais il reste que le bon de commande est probablement ce que le juriste qui arrive là trouverait de plus rapprochant avec sa conception juridique du contrat. Et finalement, ce qui m'amène, je dirais, à cette idée d'une transformation favorable à une conception technique, le projet de fabrication d'un bien ou le protocole de service professionnel lié à la norme au système d'assurance qualité, plus particulièrement à la norme ISO 9000 à l'époque. C'est-à-dire, nous allons faire un contrat, vous vous engagez, vous le fournisseur, par ce contrat, à suivre ou à entreprendre un programme d'assurance qualité au bout duquel vous allez être beaucoup plus compétent à la fin que vous l'êtes au début. Parce que mon objectif en tant que donneur d'ordre est d'augmenter constamment la qualité du produit que vous me fournissez ou l'adéquation du service professionnel que vous me rendez. Et moi, en contrepartie, je vais vous offrir des contrats plus longs, 3 ans, 4 ans, parce que de toute façon, il faudra du temps pour apprendre à devenir meilleur. Et je vais vous fournir l'assistance de mes techniciens spécialisés en assurance qualité, qui s'appellent chargés de projet ou administrateurs de contrats, qui sont en fait des techniciens ou des ingénieurs en génie des systèmes et qui vont appliquer à ces contrats d'approvisionnement ce qu'on appelle la science de l'approvisionnement scientifique et la méthode de Toyota. Je me souviens fort bien du spécialiste de ces contrats soumis à l'assurance qualité, qui était un ingénieur formé à Toronto, Robert Tombstone, et il avait derrière son bureau, je voyais à chaque fois que j'allais le rencontrer, un ouvrage qui était au fond sa Bible, « 9 Lessons of Simplicity ». C'était sur la méthode de Toyota en matière industrielle, et son objectif, sa carrière pour lui, était de soumettre tous les contrats importants de fabrication et de services professionnels aux normes, à la logique de l'assurance qualité. Autrement dit, d'amener les fournisseurs à entrer dans un processus essentiellement pédagogique. Dans cette logique qui s'est imposée chez Alcan à partir de 1990, mais dans toutes les autres grandes entreprises avant et depuis, dans cette logique systémique, où il s'agit d'augmenter constamment la qualité de ce qui nous est fourni et de l'obtenir au meilleur prix. Optimisation du pouvoir d'achat et amélioration continue de la qualité. Dans cette logique systémique, le contrat traditionnel, le contrat de la relation de confiance entre l'acheteur et le fournisseur devient dysfonctionnel, complètement irrationnel, et le fait est qu'on a congédié l'acheteur qui pratiquait le plus ce genre de relation de confiance et qui ne voulait pas en sortir parce qu'il était évidemment un obstacle à l'implantation de cette logique proprement industrielle et scientifique ou technique dans l'approvisionnement. Pour ce qui est du bon de commande et du contrat au sens juridique du terme, la forme juridique du contrat marchand, ça devient d'une importance extraordinairement superficielle, artificielle aux yeux de ceux qui mènent le système d'assurance qualité. Le conseiller régional, le conseiller juridique n'était même pas impliqué dans l'organisation et dans la gestion de ce système. Ça lui passait totalement à côté de l'esprit. Et les acheteurs qui pratiquaient
ce système devait évidemment confirmer le début d'un contrat par un bon de commande, mais jouait, je l'ai vu sur place, jouait avec le cahier des clauses qui avait été préparé par l'avocat, qui je pense qu'il y en avait 400. Alors, il mettait n'importe quoi. Numéro 28, 29, 42, 56. Tiens, ah oui, ça montre que le contrat est soumis à des clauses juridiques. Mais en réalité, c'était de la frime, parce que l'important était ce qu'on allait faire et non pas ce qui était promis. Ce qu'on cherche n'est pas d'obtenir la qualité moyenne garantie par un contrat marchand, un contrat valide en droit, c'est de produire la qualité supérieure que n'importe quel système cherchant l'optimal, que n'importe quel système va préférer à la qualité moyenne. Pour garantir la qualité optimale, il n'y a pas une stratégie juridique qui est disponible. Seule la stratégie technique est disponible, et c'est bien pourquoi, au fond, le contrat au sens juridique devient un épiphénomène à toute fin utile, sans importance pratique. Alors, voilà donc pour une première constatation. Des contrats peuvent être soumis à des normes d'assurance qualité qui sont essentiellement des règles techniques. Ce ne sont pas des normes juridiques, ce sont des règles techniques qui changent régulièrement au fur et à mesure que la norme est mise je dirais, à jour. Deuxième exemple, il y a des contrats techniques plus que symboliques dans le droit positif d'aujourd'hui, en particulier dans celui du 20e siècle, ce n'est pas étonnant, et de façon toute particulière dans le droit économique et social. Vous savez, on avait hérité à la fin du 19e siècle de deux droits, le droit privé et le droit public. Ce que le 20e siècle a ajouté à mes yeux, c'est le droit économique et le droit social. Or, ce droit économique et ce droit social, ils se retrouvent dans le droit statutaire. Ce n'est pas dans le Code civil qu'on le trouve. Et ils se retrouvent plus souvent qu'autrement dans des lois qui sont assujetties à une finalité matérielle précise. Protection des enfants, protection des consommateurs, protection des PME dans le régime de concurrence, etc. Chaque fois que le droit positif du 20e siècle s'est inscrit comme un des instruments d'une politique publique, il a adopté des lois, et souvent avec le mécanisme de contrat à l'intérieur de ces lois, mais un contrat considéré implicitement comme un instrument technique et non pas dans le sens symbolique ou juridique avant. Autrement dit, ils sont juridiques du point de vue de la forme parce qu'ils se retrouvent dans une loi, mais ils sont techniques du point de vue de la substance parce que leur finalité est de produire des effets matériels et non pas des effets juridiques. De produire des effets dans l'univers systémique où il s'agit d'intervenir et non pas dans le cosmos juridique qui pourrait être mis en œuvre si on allait devant un tribunal. Ce ne sont pas des concepts contractuels qui sont pensés comme devant amener éventuellement en justice, mais qui sont pensés comme permettant de travailler quotidiennement à obtenir des résultats matériels qui sont ceux que nous impose en principe le législateur. Je donne 3 exemples rapides. Les contrats types, ça fait référence au contrat d'adhésion dont parlait André tantôt. Les contrats types obligatoires dans la loi sur la protection du consommateur. Qu'est-ce que c'est la finalité? Sinon, de changer les contrats types imposés par le privé par des contrats types imposés par la loi, c'est-à-dire ce que j'appelais à l'époque des contrats types rédigés à 2 mains, une main privée et une main publique. L'État et l'entreprise sera à la source, finalement, de ces contrats types. Ce sont des moyens techniques de faire fonctionner le système de la communication de masse en ajoutant toutefois au simple système marchand, le système de protection des consommateurs, qui est l'apport du public ou du politique dans le fonctionnement de ce système. On ne remet pas en cause, évidemment, la consommation de masse. Au contraire, on veut la faire fonctionner avec ce coefficient supplémentaire, qui est le coefficient politico-juridique, de protéger les consommateurs et pas simplement de faire des profits aux commerçants. Même chose pour l'entente sur mesure volontaire dans l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. L'EMV, l'entente sur mesure volontaire, c'est une manière contractuelle d'appliquer la loi sur la protection de la jeunesse, de prendre en charge un cas de trouble de comportement sérieux, plutôt que d'aller devant le tribunal de la jeunesse, et donc par une voie judiciaire. Le contrat, l'EMV, entente sur mesure volontaire, sert
d'alternative à la judiciarisation. Cet EMV dans lequel on s'engage à se comporter dorénavant de telle ou de telle façon avec supervision X et Y de la part des parents et de la part du travailleur social ou de la psychologue qui négocie cette entente-là n'a évidemment pas vocation à faire l'objet éventuellement, même dans le pire des cas, d'un recours en justice, mais uniquement de déterminer comment on va agir dans la prise en charge de cet enfant qui est considéré comme en trouble de comportement sérieux. Autre exemple, je termine là-dessus, l'engagement volontaire dans la loi sur la concurrence. Si vous vous désistez de telle et de telle, si vous acceptez de vous désister de telle et de telle entreprise, nous allons autoriser la fusion-acquisition ou l'alliance stratégique. Si vous ne le faites pas, on refuse. On pourra aller devant le tribunal, on fera ça par une entente volontaire si vous voulez. Vous faites ce qu'on appelle en common law de la désinvestiture. Vous en avez trop, mais si vous vous débarrassez de ça, nous, on juge que vous allez satisfaire aux règles de la concurrence. Alors, c'est un échange, une négociation entre les entreprises qui veulent, disons, fusion et acquisition et la loi sur la protection de la concurrence. Ça ne se passe pas au judiciaire, ça se passe à l'administratif et ça prend la forme d'un contrat, entre guillemets, un contrat technique, beaucoup plus qu'un contrat ayant une rationalité fortement juridique. Même en droit commun des contrats, on voit s'immiscer au fond, cette civilisation technique. Les juristes, le droit, le cosmos du droit n'est pas à l'abri des avancées de la civilisation technique, même s'il résiste peut-être mieux que d'autres secteurs de la société, n'est pas à l'abri, y compris en droit commun. Les notions nouvelles de la théorie, ce qu'on pourrait appeler alternative, ou en tout cas non classique du contrat, le contrat organisation, qui fait suite, au fond, au contrat d'adhésion, ou contrat d'organisation ou contrat cadre, le contrat opération de Sébastien Pimon plutôt que le contrat obligation, le dépeçage du contrat en droit international public, c'est-à-dire de saucissonner le contrat pour l'assujettir à des lois nationales qu'on choisit et à des juridictions qu'on choisit selon l'aspect du contrat qui est le plus approprié, l'aspect financier, l'aspect exécution, etc. Tout cela, en droit commun, renvoie à des utilisations du concept contractuel qui sont des utilisations à vocation technique, produire des effets matériels plutôt qu'à vocation symbolique, produire des effets juridiques. Ce qui importe pour les parties est d'atteindre les objectifs matériels qu'ils poursuivent et pour ça, ils sont prêts à utiliser la notion de contrat dans une rationalité instrumentale qui n'a plus grand-chose à voir avec la rationalité de soumission à l'ordre juridique et politique. OK. Les deux philosophies, les deux types de contrats juridiques et techniques ne sont pas forcément antinomiques. En fait, ils coexistent, comme coexistent le bon de commande et le contrat soumis à l'assurance qualité chez Alcan. Ils sont même complémentaires et souvent ils s'aident l'un l'autre. Par exemple, dans la loi sur la protection de la jeunesse, la judiciarisation et la contractualisation par EMV sont des stratégies qui ont chacune leur domaine de préférence et les acteurs, les travailleurs sociaux savent bien quand il vaut mieux judiciariser et quand il vaudrait mieux ne pas le faire. Donc, ce n'est pas antinomique. Ça peut être complémentaire et ça l'est souvent. Au minimum, c'est alternatif. J'appellerais ça, moi, la coexistence, comme c'était le cas de la religion et du reste de la vie anciennement. C'est-à-dire, du lundi au vendredi, on agit de manière profane. Le dimanche, on agit de manière religieuse. Le samedi, on se repose de l'une et de l'autre. La manière profane d'agir en contrat, c'est de l'utiliser de plus en plus dans une optique technique. La manière sacrée ou religieuse d'utiliser le contrat en droit, c'est de le regarder fonctionner dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, au cœur du cosmos juridique. Oui, là trône certainement le contrat au sens juridique, mais on n'est plus dans la vie quotidienne, on n'est plus dans la semaine, on est dans la grande messe.
du dimanche où l'on célèbre une normativité et des valeurs. Pour célébrer des valeurs, on a besoin de quelques fêtes par année. Mais pour atteindre des objectifs matériels comme transformer un enfant hyperactif ou augmenter la compétence d'un sous-traitant, il faut lui rappeler le contrat jour par jour, heure par heure, et de fait, ils doivent remettre des rapports jour par jour et heure par heure sur ce qu'ils ont fait et comment ils ont progressé. Alors, les deux ne sont donc pas antinomiques, mais les deux peuvent le devenir, notamment lorsqu'ils sont récupérés au bénéfice d'intérêts sociaux par des idéologies. Lorsque le technicisme contractuel devient à saveur largement ou fortement idéologique. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, on se sert du concept technique de contrat pour critiquer l'existence même d'une approche juridique, pour la faire considérer comme obsolète, dépassée, moyenâgeuse, n'ayant plus droit de citer aujourd'hui, ou lorsqu'on se sert de cette conception technique pour faire avancer la cause des travailleurs sociaux ou des criminologues au détriment des juristes dans le système de la protection de la jeunesse, quand on se sert pour protéger ou promouvoir des intérêts sociaux du concept technique de contrat, alors ça devient éventuellement incompatible et il va falloir savoir, ou conflictuel, et il faudra savoir à l'intérieur du système et à l'intérieur de la société quel concept de contrat a préséance sur l'autre, le technique et le juridique. Deux courants d'idées, je ne vais pas insister beaucoup parce qu'ils sont bien connus, deux courants d'idées opèrent cette transformation idéologique du technicisme contractuel aujourd'hui. D'abord, l'idéologie néolibérale. Elle marche à plein dans la valorisation du contrat comme alternative à l'autorité. On le comprend, c'est une manière de soustraire au maximum le fonctionnement du marché par rapport aux avancées, on va dire, de l'État interventionniste, de la politique impérative des premières décennies du 20e siècle. L'idéologie néolibérale veut déconstruire la force de l'État. Elle trouve dans les applications du contrat, et en particulier dans les applications techniques, l'instrument opérationnel et idéologique pour opérer ce tassement de la loi, de l'autorité de l'État au profit des forces du marché. Je vous donne trois exemples simplement. Les contrats de performance, comme manière d'imposer la gestion par résultat au nom de l'efficacité, quitte à emmener large avec la légalité. Daniel Mockel, ici à l'UQAM. L'évincement du droit par son double gestionnaire. Le rapport de l'administration publique elle-même à la loi s'effrite, s'affaiblit, parce qu'on introduit dans l'administration l'idée d'une gestion par résultat. Or, cette gestion par résultat, très souvent, elle prend la forme d'une contractualisation. Contrat de performance du ministre Legault. Dites-moi les résultats que vous voulez obtenir en termes de diplomation. Si vous les obtenez, je vais augmenter votre financement de 3 %. Gestion par résultat, contrat de performance qui n'est pas prévu pour aller en justice et qui stipule même, dans la plupart des cas, ce contrat n'a pas valeur juridique parce qu'au fond, il a une intentionnalité technique. On veut des résultats matériels, on ne veut pas changer la situation juridique des parties. Ce n'est pas le sens de ce contrat. Contrat d'accord collaboratif entre les gouvernements fédéraux et provinciaux pour faire les choses différemment, mais sans changer la Constitution, le partage des compétences. Ça se pratique allègrement depuis 30 ans. Ça a été étudié notamment par le vérificateur général du Canada. Accords de dévolution de fonctions publiques à des organismes privés, des accords de régulation ou les organismes d'autorégulation. Tous ces accords reposent, des accords, sur une conception technique. On va obtenir par cette concertation entre partenaires des résultats matériels meilleurs que ceux qu'on obtient par les voies habituelles de l'administration publique, et on va en même temps s'éviter les problèmes de changer la Constitution, de changer les lois, puisque le contrat va être en parallèle avec le fonctionnement
de la légalité. Et finalement, dans l'administration des services publics, en particulier dans la distribution des avantages de la sécurité sociale, les divers types de contrats pédagogiques. Vous, le chômeur, vous allez apprendre à développer votre employabilité. Vous, monsieur, vous allez apprendre à mieux contrôler votre santé physique. Vous, madame, vous allez apprendre à mieux contrôler votre santé mentale. Vous, monsieur, vous allez apprendre à contrôler mieux votre santé financière. Nous allons vous donner la littératie qui est nécessaire, les compétences techniques qui sont nécessaires pour devenir plus employable, pour devenir plus puissant dans la gestion de son corps et de son âme, pour devenir plus en mesure de gérer soi-même son fonds de retraite plutôt que de compter sur une caisse publique. Hein? Au fond, la réorganisation, et on pourrait presque dire la dérive de l'État social par le biais d'une contractualisation qui sert à responsabiliser l'individu. La prestation financière devient conditionnelle à l'engagement dans un programme de changement thérapeutique, pédagogique. Nous allons continuer de vous soutenir, mais vous allez de plus en plus être différent de ce qu'on voit actuellement devant nous. Vous allez vous engager dans un processus contractualisé avec notre aide de transformation, de résultats différents de ce que vous avez eu dans le passé. Deuxième aspiration, deuxième courant d'idées, l'aspiration libertaire postmoderne. Au fond, je vais exagérer, l'idée de s'affranchir totalement, non plus de l'État et de la politique comme dans l'idéologie néolibérale, mais de s'affranchir de tout conditionnement socio-culturel. Je veux être celui que j'aurai décidé sans aucune influence des normes de mon milieu. Je renonce à être reconnu par le milieu, je veux exploiter entièrement ma liberté pour me donner l'image que je veux et pour la changer chaque fois que j'en voudrais. Si vous voulez avoir un exemple du radicalisme que ça peut atteindre, regardez, si j'avais à le faire, je ne le ferais pas, ce serait une théorie queer du contrat. Introduire dans la théorie du contrat la vision des personnes qui, avec raison souvent, ont décidé de prendre sur elles, je dirais, tout le défi de se faire pour elles-mêmes et à elles-mêmes la culture qui leur convient, en refusant systématiquement les influences du milieu sur eux. Quitte à devenir des asociaux, des solitaires ou autrement, quitte à avoir toute la difficulté du monde qu'on peut avoir à se faire une culture, je dirais, à partir de rien, ces individus, ces personnes vont privilégier, au fond, une conception très radicale de l'autonomie morale, en utilisant ce qu'on appellerait des stratégies de vie. Et dans ces stratégies de vie entrent beaucoup de contrats. J'aspire au plus beau corps possible. Le contrat de perte de poids est une technique utile. Je la prends. Sans aucune rationalité juridique, par pure conception technique. Je veux obtenir une retraite plus avantageuse. Je vais utiliser au maximum toutes les possibilités, déviantes ou non, de m'en tirer en gérant le contrat sans aucune déférence envers les normes institutionnelles. Alors, idéologie libertaire postmoderne, je vous renvoie pour ça, ce serait très long, mais un gros ouvrage de Charles Taylor sur l'âge séculier, qui montre bien, il appelle ça le grand désencastrement. Au fond, l'histoire de la modernité depuis 10 siècles est l'histoire de la primauté graduelle obtenue par l'individu sur le collectif religieux d'abord et sur le collectif politique ensuite. Et si vous poussez à l'extrême ce grand désencastrement, eh bien, vous arrivez à l'individu libertaire postmoderne à l'état pur qui refuse, encore une fois, tout conditionnement. Un autre ouvrage d'un Québécois, lui aussi, Jacques Marchand, l'autonomie morale, autonomie morale et stratégie de vie, essai de morale fondamentale, c'était publié en 2000 par Jacques Marchand, un ouvrage absolument remarquable,
faite par un philosophe, mais ancrée sur les sciences humaines, qui montre à quel point ce qu'il appelle le stratégiste radicaliste veut construire sa vie en fonction de repères qu'il se sera donné à lui-même et qu'il pourra changer quand bon lui semble. Ce n'est pas la stratégie que préconise Marchand, mais c'est une stratégie qu'il décrit très, très bien. Alors, dans ces deux cas, le technicisme contractuel, au fond, est porté à une dérive idéologique parce qu'on veut lui faire servir des intérêts sociaux en plus d'atteindre des objectifs matériels donnés. Alors, je termine rapidement parce que j'avais dit que j'avais poursuivi un peu sur l'idée de art et artefact. Comment on peut traduire ce que je viens de dire, du moins la thèse et les idées principales, dans un langage qui utilise les notions d'artefact et d'art? Premier sens d'artefact, une altération qui est produite dans un phénomène naturel par la technique qu'on utilise pour observer. Vous prenez une radiographie d'un membre, vous avez la photo prise en radiographie et tout à coup, il y a une ligne blanche en haut, vous dites « Oh, est-ce que c'est un os? » Non, 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 ça, c'est rien. Ça, c'est la réfraction de la lumière quand la photo se prend. Ça n'a rien à voir avec le corps. Autrement dit, la radiographie a ajouté quelque chose, mais qui est purement artificiel. En ce premier sens, aussi bien le contrat technique que le contrat juridique sont des artefacts. Et on dit familièrement des parasites. Ils ajoutent quelque chose dans ce qu'on pourrait appeler le monde vécu, naturel ou spontané. Les acteurs sociaux faisaient les choses d'une certaine façon, selon le bon sens, avec leur sentiment de la justice. Tout à coup arrive un juriste qui importe la vision juridique de ce qu'ils sont en train de faire. Tout à coup arrive un spécialiste des sciences du comportement qui apporte le concept de contrat thérapeutique. Les deux contrats sont des manières de colorer, de coloniser, de parasiter et d'aliéner le rapport naturel initial, pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est une altération qui vient de la technique qu'on a prise pour observer, pour qualifier et pour intervenir dans la réalité naturelle ou spontanée. Deuxième distinction, dans les arts, on dit qu'en histoire de l'art, on a connu les arts libéraux, les arts et métiers et les beaux-arts. L'approche juridique du contrat relève essentiellement d'un art libéral. C'est une pratique essentiellement intellectuelle, de qualification, de plaidoirie, d'argumentation, de rédaction. C'est une pratique intellectuelle qui définit au départ le contrat comme un acte de langage, en l'occurrence de langage performatif. C'est un art intellectuel par quelqu'un qui relève encore au fond du sacré, le sacré du juridique. L'expert juriste, au fond, c'est celui qui utilise un art intellectuel de qualification, de catégorisation, pour obtenir des résultats dans la sphère juridique, dans la sphère civique, et par conséquent, il se définit fondamentalement comme un officier de cette, exactement comme le prêtre, au fond, est un officier de l'ordre religieux pour faire produire une signification chrétienne à un acte qui autrement serait uniquement un acte humain. On est dans l'ordre des arts libéraux plutôt que des arts et métiers. Beaucoup de concepts ou de pratiques du contrat technique relèvent plutôt des arts et métiers, c'est-à-dire non pas du savoir-dire ou du savoir qualifié, encore moins du savoir sacré, mais du savoir-faire. Je suis habilité, je suis formé dans l'art de la plomberie, dans l'art de l'électricité, dans l'art de la couture, dans l'art de la cuisine ou de je ne sais trop, pour produire des résultats matériels, j'ai le savoir-faire qu'il faut. La plupart des utilisations, des contrats techniques sont mi-intellectuels, mi-manuels. On peut intervenir dans la réalité pour la changer.
quand l'ingénieur d'assurance qualité constate, après 1 an et demi d'effort, qu'il est impossible de souder un caisson de la façon qui était visée au départ, eh bien, il change la norme. Il dit, bon, bien, puisqu'elle est impossible, on va la ramener un peu moins exigeante. Donc, il ajuste la réalité et les critères en fonction de ce qu'il observe dans l'application de son savoir-faire. Exactement comme va faire un artisan qui rencontre un nœud dans une planche, eh bien, il va trouver le moyen de faire avec en le contournant. Ça fait aussi partie du savoir-faire que de s'ajuster, on va dire, à la situation, à la réalité. Et finalement, l'un et l'autre, le regard juridique symbolique sur le contrat et le regard technique sont susceptibles de verser dans le beaux-arts, c'est-à-dire dans les beaux-arts, dans la recherche de l'esthétiquement beau, dans la recherche non pas du dire ou du faire, mais du faire beau. Alors ici, je pense, mettons, à ce qu'on appelle les creative lawyers, qui pratiquent la juridicité créative comme d'autres pratiquent la comptabilité créative. C'est-à-dire un montage juridique taillé sur mesure pour une opération qui n'a pas eu de modèle antérieur et que tous les collègues vont applaudir comme étant décidément un génie juridique indépassable. On est rendu là dans la création artistique en matière de contrat juridique, plutôt que simplement dans le savoir-faire. C'est un savoir-faire exceptionnel qui produit un beau document, non pas un acte notarié, mais quelque chose d'absolument esthétiquement, je dirais, admiratif. Et deuxièmement, même chose pour le contrat technique, il y a des ingénieurs en génie des systèmes qui sont capables d'inventer des manières contractuelles de faire qui sont reconnues et applaudies, notamment, par exemple, si vous allez voir, si vous voulez vous introduire dans les contrats de recherche-développement, sachez d'avance que les ingénieurs ont 50 ans d'avance sur vous en tant que juriste. Autrement dit, les plus beaux contrats de recherche-développement sont fabriqués par des ingénieurs et non pas par des juristes. Les juristes sont là simplement pour faire transcrire en documents juridiques et donner la caution de leurs compétences, de leur reconnaissance plutôt, mais la matière du contrat de recherche-développement est faite par des ingénieurs et non pas par les juristes. Et finalement, au sens étymologique, artefact, ars et factum. Ars, c'est la part de création, plus ou moins esthétique, plus ou moins raffinée. Factum, au sens latin du terme, et surtout dans la sociologie durkheimienne, c'est la contrainte. Or, c'est ce que j'appellerais la réalité dialectique de la plupart des contrats contemporains. Je pense qu'André sera d'accord avec ça. C'est une réalité dialectique où se rencontrent au mieux un artiste d'un côté et de l'autre un usager. Il y en a un qui fabrique le contrat pour lui ou pour son client, peu importe. Il fabrique, il crée, il aménage, il monte, il architecture le contrat. Il se comporte plus ou moins comme un artiste et il est souvent rebelle, en particulier rebelle au modèle établi de la science juridique et rebelle aux lois nationales qu'il va esquiver en choisissant des lois plus accommodantes. Alors cet artiste-là, il fonctionne, il apporte au fond sa contribution ex voluntate. Le contenu du contrat, le design, sort bien en effet de sa volonté ou en tout cas de son intellectualité, ex. Alors que l'autre, l'usager de ce produit qui lui est présenté, il fait cum voluntate. Oui, c'est vrai, il consent. Il entre dans la logique de ce système où on nous propose, où on nous impose d'utiliser le concept technique qui a été prévu, d'utiliser le contrat type imposé par la loi, d'utiliser le contrat pédagogique imposé par le travailleur social à la protection de la jeunesse. Il entre là-dedans, au fond, pour un bénéfice matériel. Je veux une maison, je n'aurai pas le choix, bon, je ferai le contrat d'hypothèque. Je veux un statut meilleur, OK, je vais me certifier à l'assurance qualité et comme ça, j'aurai de meilleurs contrats à l'avenir. Je veux un bien-être personnel, OK, je suis le contrat de perte de poids, je vais contrôler mes petites cuillères pour arriver au poids minceur, qui est mon objectif. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui permet de comprendre
éventuellement la primauté du juridique ou la primauté du technique en matière de contrat, comme d'ailleurs dans l'ensemble de notre civilisation. André dirait la primauté de l'humanisme sur le technique, ou inversement. Moi, je dirais qu'il y a 3 facteurs, 3 raisons qui peuvent être à l'origine de la victoire de l'un ou de l'autre. La partie n'est pas finie, elle n'est sans doute pas avancée de la même façon dans les différents domaines de la vie sociale. Je pense, mais ce serait peut-être un peu pessimiste, que la primauté va de plus en plus aux techniques, mais ça reste à voir. Alors, première possibilité, ou bien vous aspirez au sens, ou bien vous aspirez à la puissance. Si vous aspirez à un sens à votre vie, vous êtes mieux de rester du côté des systèmes de valeurs religieux, juridiques ou autres, ou politiques. Mais si vous aspirez au contrôle des choses et des humains, y compris de vous-même, vous êtes mieux de prendre parti pour la technique, parce qu'elle est facteur de puissance instrumentale. Vous voulez des effets matériels? Allez de ce côté. Vous voulez des effets symboliques, vous sentir bien avec votre société, vous sentir conforté par le fait que les autres ont les mêmes croyances que vous, restez du côté des croyances symboliques. Deuxième possibilité, vous aspirez au bonheur. Mais quel bonheur? Le bonheur public, être un citoyen, participer au contrat social et éventuellement à la législation qui va limiter le développement de la technique, ou vous avez la conception du bonheur privé pour votre autodéveloppement, pour une aspiration essentiellement hédoniste, ou encore négativement, parce que pour vous, le bonheur, c'est ne pas souffrir ou souffrir le moins possible. Je ne veux plus souffrir physiquement, psychologiquement ou économiquement. Il y a des contrats techniques qui sont à ma portée pour le faire. Et je me balance un peu de continuer d'être ou d'éprouver le bonheur citoyen, le bonheur politique, le bonheur d'être un sujet de droit. Et dernière antinomie, si vous êtes gouverné ou vous préférez être gouverné par le besoin de sécurité, restez fidèle à la croyance dominante. Restez fidèle à la croyance, à la cosmologie juridique ou à la cosmologie chrétienne. Restez à l'intérieur de cette communauté de croyances, parce que votre premier souci est celui de rester en vie, d'avoir la sécurité, et alors aller dans le sens de la fidélité au système de valeurs, quitte à être taxé de traditionnel. Si au contraire, le besoin qui vous anime de façon irrépressible est le besoin d'aventure, la curiosité, le besoin de connaître, le besoin d'explorer l'univers infini des possibilités qu'on peut atteindre par la technique, alors choisissez plutôt de vous rallier, au fond, à ces conceptions techniques plutôt que juridiques. Bien entendu, ici, je caricature, j'augmente considérablement le potentiel de conflit entre les deux. Mais il vient toujours un moment sur certaines questions où il faut à la fin déterminer laquelle des deux va l'emporter. Je ne dis pas laquelle des deux va l'emporter dans le système technique, ça va être la logique technique. Lequel des deux va l'emporter à la Cour suprême, ce sera la logique juridique. La question est de savoir, pour nous, pour l'essentiel des personnes qui forment la civilisation technique, quel besoin, quelle aspiration allons-nous mettre en premier? Alors pour ça, il faut être conscient que si l'on vise le contrôle et la puissance, y compris l'auto-transformation par autorégulation, alors probablement, graduellement, de façon plus ou moins consciente, on sera plutôt consommateur de culture technique du contrat que d'une culture juridique. Voilà. Je vous remercie.